On va démarrer, il est 9h30, donc ici, l'heure, c'est l'heure, et c'est très bien comme ça, parce que nous avons une longue journée avec beaucoup de matière et beaucoup d'intervenants qui seront certainement désireux de vous communiquer la totalité de leur savoir prévu pour leur exposé, et les exposés peuvent être très substantiels, donc le temps mérite d'être géré avec précision. Vous avez ici le programme. Je vais faire une introduction assez brève pour vous dire ceci. Ce colloque fait suite au cours que j'ai donné cette année sous le titre « Questions au pluriel d'éducation ». Le titre, j'espère qu'on l'a perçu un peu, était un peu malicieux en pointant vers une qualification sociale ou même morale classique du bon comportement individuel. Vous connaissez l'expression, c'est une question d'éducation. Dans ce cours, je voulais passer en revue certaines des transformations du système scolaire qui sont survenues avec la massification de la scolarisation primaire et secondaire et avec l'expansion, évidemment, du système universitaire. Parmi ces transformations figure l'évolution vers le déroulement quasi linéaire des carrières scolaires des élèves, une fois qu'on a remis en cause la gestion des difficultés des élèves par le recours au redoublement. Il en sera question aujourd'hui, vous le comprendrez très vite. J'ai montré aussi comment le moment clé de l'orientation, dont il sera aussi question, à la fin de la troisième, mettait en évidence les différences parfois considérables de compétences acquises par les élèves au long de leur scolarité au collège, et j'ai rappelé les marges de négociation dont l'orientation peut être l'enjeu. Mais surtout, je voulais insister sur ce qui est moins souvent mis en avant, à savoir l'impact des évolutions considérables qu'a connues la société française au cours de et du fait de la massification scolaire et de ses vagues successives. Ainsi, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes. La conjugalité, la mise en couple, est corrélée positivement avec le niveau de diplôme des conjoints. Et l'homogamie éducative, l'appariement entre conjoints qui ont des niveaux de diplôme équivalents ou proches, cette homogamie éducative est à la hausse. La monoparentalité est elle-même également à la hausse. En 1975, seuls quelques 8% des familles étaient monoparentales. Au début des années 2020, c'est plus de 23%. Et nous savons que la monoparentalité durable, ou l'état durable dans la monoparentalité, concerne plus souvent des femmes peu diplômées et qui occupent par ailleurs des emplois de médiocre qualité. L'incidence sur la carrière scolaire de leurs enfants est négative et forte. J'ai montré aussi, en rappelant les résultats convergents d'importants travaux internationaux récents, que la fécondité des femmes est elle-même corrélée positivement avec le niveau de diplôme et avec le niveau de revenu des femmes, exception faite des mères de nombreux enfants dans les premiers déciles des revenus, parmi lesquels on trouve une proportion élevée de femmes immigrées de première génération. Plus diplômées et désormais complètement insérées sur le marché du travail, les femmes sont les actrices d'une évolution qui a été caractérisée comme une grande inversion de tendance amorcée depuis la fin des années 80, dans leur double comportement d'activité et de vie familiale. De nombreuses enquêtes ont établi que les femmes sont aussi plus impliquées dans le suivi scolaire de leurs enfants et que cette implication est elle-même d'autant plus forte que les femmes et leurs conjoints sont plus diplômés. Au total, nous voyons des parents de plus en plus diplômés, des couples plus homogames et nous voyons aussi des structures familiales plus polarisées. Ensemble, ces traits agissent de manière contradictoire sur les chances de réussite éducative. L'exigence à l'égard du système éducatif augmente chez les parents qui sont plus diplômés que leurs aînés et qui en obtiennent des emplois de niveau et de qualité meilleurs. Mais l'hétérogénéité de la population scolaire augmente aussi sous l'action de facteurs dont l'école n'est pas responsable.
L'éducation implique les sujets apprenants, les élèves, elle implique évidemment aussi les enseignants et les autres acteurs du système scolaire, mais aussi les familles. Celles-ci, à travers leur action éducative, sont responsables d'écarts très importants de compétences avant même l'entrée des enfants dans le système scolaire. Les familles actionnent de multiples leviers d'investissement dans la réussite éducative de leurs enfants tout au long de la scolarité de ceux-ci, mais évidemment avec des ressources et une efficacité qui sont inégalement distribuées. À bien des égards, les parents qui ont été bénéficiaires pour eux-mêmes de l'expansion du système éducatif et universitaire et en ont donc obtenu des diplômes plus élevés que leurs aînés, ont désormais un niveau d'exigence à l'égard de la formation de leurs enfants et un niveau d'investissement dans l'éducation de leurs enfants qui s'approche de l'exigence et de la compétence de ces insiders typiques que sont les parents enseignants, quand il s'agit de transmettre à leurs enfants leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs dispositions à apprendre sans cesse, en classe et hors de la classe. Je rappelle au passage que les enfants des parents enseignants connaissent les taux et les niveaux de réussite scolaire les plus élevés. La parentalité est devenue une entreprise redoutablement soucieuse d'efficacité. En somme, et voici un effet inattendu de l'expansion du système éducatif, l'allongement de la durée des études, la valeur accordée à l'investissement éducatif et l'importance des familles se renforcent mutuellement. Les évaluations nationales et internationales des performances des élèves nous ont apporté leurs flux de comparaison dans le temps et dans l'espace. Ces évaluations braquent le projecteur, non pas comme je viens de le faire, sur les facteurs extrascolaires de la réussite ou de l'échec éducatif, mais sur les rouages de chaque système national. En France, comme je l'indiquais à l'instant, les carrières scolaires ont été progressivement façonnées par les politiques publiques d'éducation pour diminuer radicalement l'incertitude des élèves sur leurs chances de progression au long de trajectoires scolaires linéaires, sans redoublement, et pour élever continuellement la probabilité d'obtenir les 2 diplômes nationaux que sont le brevet et le baccalauréat. Les objectifs de la massification scolaire et de l'élévation continue de l'espérance de scolarisation paraissent donc pouvoir être atteints sans encombre. Et les populations scolaires en risque élevé de difficultés bénéficient depuis plusieurs décennies de moyens d'encadrement renforcés par des réseaux d'éducation prioritaire. Et pourtant, les évaluations du niveau scolaire des élèves en lecture, en écriture, en calcul, qui sont réalisées par la DEP du ministère de l'Éducation nationale depuis près d'un demi-siècle, font apparaître une chute de niveau des performances, ce qui suggère que les carrières scolaires et les évaluations en classe et aux épreuves nationales, clés, brevets, bac, sont en décalage croissant avec le niveau des compétences des élèves tel qu'il est évalué par des tests, alors même que ces compétences sont certifiées par l'appareil scolaire. Est-ce l'effet d'une hétérogénéité croissante des dispositions à apprendre dans une population scolaire plus nombreuse? Cette hétérogénéité expliquerait par exemple la baisse de la moyenne des performances calculée pour l'ensemble des élèves testés dans des évaluations récurrentes. Mais il se trouve que les meilleurs élèves eux-mêmes ont vu leurs performances décliner. Les 2 grandes enquêtes internationales, TIMSS et PISA, dont j'ai beaucoup parlé dans le cours, ont révélé quant à elles la place peu satisfaisante des élèves français dans la comparaison internationale. Elles ont aussi révélé un mouvement post-Covid de baisse de niveau dans beaucoup de pays. La France n'est pas la seule à être atteinte par cette dynamique négative. De multiples variables sont mobilisées par ces enquêtes internationales pour caractériser et pour comparer les systèmes nationaux d'éducation, leur efficacité et leur équité. Mais les protocoles de telles enquêtes comparatives, aussi vastes que soit leur déploiement et aussi multidimensionnels que soit leur ambition, ne fournissent qu'une description limitée des mécanismes de fonctionnement de chaque système éducatif et s'arrêtent
prudemment au seuil de l'analyse causale de ces réussites, des réussites et des échecs de chaque système éducatif. Elles proposent beaucoup de corrélations, mais elles savent prudemment ne pas en faire des causalités. Dans notre colloque d'aujourd'hui, nous essaierons d'aller plus loin et d'enrichir sur 3 plans les connaissances sur l'éducation et ses performances. 2 exposés seront consacrés à l'organisation des carrières scolaires avec ces 2 moments clés de bifurcation ou de retard, l'orientation scolaire et le redoublement. Ils seront étudiés au plus près du terrain et non pas à partir d'indicateurs macro d'efficacité et d'équité grâce au travail d'enquête en France et en Belgique respectivement par Pascal Bressou et par Hugues Drelands. La science sociale, il faut le rappeler, est une science de l'enquête et une science probabiliste. L'une nourrit l'autre. Leur conjonction et leur interaction permettent de relier l'analyse de cas à l'enveloppement probabiliste des cas que procurent les données statistiques à vocation généralisante. Cette conjonction des 2 approches est à la fois méthodologique, théorique et empirique. Elle permet d'approcher les faits d'éducation autrement que selon les descriptions statistiques qui fondent les travaux d'expertise, et aussi de rappeler avec force que l'analyse demeure irréductiblement probabiliste, en écartant l'illusion que les faits, les comportements et les processus étudiés puissent être purgés de leur complexité par une ambition ou une ivresse ultra-déterministe qui voudrait expliquer 100% de la variance des phénomènes. On verra que le ressort des progrès observés en sociologie de l'éducation et plus généralement en sciences sociales de l'éducation réside notamment dans un couplage des approches individuelles et contextuelles des comportements, des choix et des trajectoires, et que nous pouvons ainsi écarter les controverses trop faciles pour plonger dans les problèmes avec sérieux. 2 exposés seront consacrés par Olivier Houdet et Jérôme Dovio à des aspects des processus éducatifs qui sont observés lorsqu'on descend dans la machinerie des mécanismes cognitifs et des méthodes et pratiques d'apprentissage. La psychologie cognitive permet d'étudier les rouages de l'apprentissage en démultipliant l'approche des processus individuels d'acquisition de connaissances et de compétences. Le sujet apprenant, l'élève, reçoit et traite des contenus, ou l'enfant plus généralement, reçoit, et l'adolescent, reçoit et traite des contenus de connaissances et doit apprendre à tirer parti des évaluations externes et internes qui le renseignent sur ce qu'il maîtrise ou échoue à maîtriser. Derrière la réaction aux notes reçues, derrière les interactions avec les enseignants et avec les pairs, il y a l'activation de mécanismes internes incessants d'auto-évaluation. L'un des défis du système éducatif est de tenir un compte plus exact de ces mécanismes qui conduisent simultanément à une approche plus individualisée et à une compréhension plus générale des processus d'apprentissage. Les évaluations nationales et internationales des performances des élèves sont généralement centrées sur les compétences en lecture, écriture et en mathématiques. Elles révèlent que les écarts de compétences sont formés très tôt dans la prime scolarisation des enfants. À quelles conditions l'école peut-elle corriger les déficits et réduire les écarts? Enquêter simultanément sur les élèves et les enseignants, comme vous le verrez, permet de rapprocher apprentissage et méthode d'enseignement pour cerner la diversité des méthodes pratiquées et préciser les facteurs responsables, ou un certain nombre de facteurs responsables de la maîtrise défaillante de la lecture. Il s'agit en somme de déborder l'habituelle division du travail analytique qui réserve l'étude des comportements et des inégalités individuelles de réussite à la sociologie et l'examen des méthodes d'apprentissage aux didacticiens. 2 exposés, enfin, seront consacrés aux mathématiques, respectivement par Martin Andler d'une part, au début de ce colloque, tout de suite, et par Colin Marchica et Colombe Saillard, d'autre part, à la fin du colloque. La préoccupation à l'égard du niveau des élèves en mathématiques est grandissante et déborde le seul cadre de la scolarité primaire et secondaire. Se pourrait-il que notre recherche française en mathématiques, qui, je le rappelle, est la 2e au monde en valeur scientifique, soit progressivement affaiblie
à mesure que la part des élèves de très bon niveau décroît et que le niveau moyen des compétences acquises baisse régulièrement. Et n'est-il pas probable que les lacunes des élèves en difficulté en mathématiques seront telles, du moins j'espère que ça n'arrivera pas, qu'elles risqueraient de les marginaliser dans un monde où l'emprise des sciences mathématiques, ou plus généralement de la numératie et des sciences de l'artificiel, dont vous entendez parler tous les jours, font l'actualité quotidienne des innovations et alimentent tout ensemble les espoirs et les craintes de la révolution du travail et du hors-travail, une révolution qui vient et à laquelle nous assistons. Parmi les spécificités des mathématiques figure l'entraînement à jouer avec la difficulté et à surmonter les difficultés dans la maîtrise d'un langage abstrait et universel. Cet entraînement a lieu en classe, mais aussi dans l'éducation familiale, mais aussi dans les diverses activités périscolaires qui mobilisent des enfants et des adolescents au sein de clubs ou d'associations. Ces activités périscolaires, à l'instar de ce qu'on observe dans les sports ou dans des loisirs culturels et artistiques, recourent aux divers ressorts du jeu, le plaisir du jeu, l'agonistique de la compétition, la stimulation de l'apprentissage par l'épreuve et par le défi. Les mathématiques ont leurs associations, leurs clubs, leurs réseaux nationaux et internationaux, eux-mêmes hiérarchisés, comme le sont les compétitions sportives. Au sommet de cette hiérarchie figure l'Olympiade internationale de mathématiques, qui est annuelle et non pas quadriennale, comme ces JO qui vont nous occuper dans quelques semaines. Les mathématiques sont une discipline olympique, à sa manière. On peut étudier les participants à cette Olympiade de mathématiques comme on étudie l'engagement, les motivations et les formes d'entraînement des sportifs. Étrangement, je dois dire, la recherche française en sciences sociales ignore considérablement les activités périscolaires, leur organisation, leurs participants et leurs effets sur les carrières scolaires et aussi sur les implications des enseignants dans de telles activités. Je crois qu'il est grand temps de combler cette lacune. Savez-vous qu'en Corse, l'introduction des échecs dans les activités scolaires et en bonne intelligence avec les clubs et les associations a produit une pépinière de grands joueurs ou de grands maîtres. Les échecs sont un sport, un jeu et un loisir qu'il est paresseux de qualifier simplement d'élitistes. On entend de même que les mathématiques ont une fonction de sélection scolaire, mais comment ignorer les lacunes de nombreux élèves telles qu'elles sont abondamment mises en évidence dans les évaluations et encore récemment dans les précieux travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pour conclure ce propos introductif, je dirais simplement que l'apprentissage et l'éducation sont une somme nécessaire d'efforts, de défis, de satisfactions, de frustrations, d'expériences non linéaires, de progression et d'échecs. Eh bien, nous allons en explorer tout au long de cette journée les conditions, les trajectoires et les rouages grâce à nos intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation à prendre part à ce colloque.